entreprises maintenant. La notion d'open data commence également comment dire, à se propager. La SNCF, par exemple, qui a commencé à ouvrir un service en bêta sur ces données. Alors c'est intéressant parce que, imaginons que vous vouliez faire des applications enfin des développeurs veulent faire des applications de cartographie un peu plus avancées, qui seraient des surcouches à Google par exemple, ou afficher des états du trafic. Alors bon, ça va être un peu plus compliqué parce que ça va être un peu polémique, mais voilà, ils ont en tout cas les informations de base, ou faire du calcul d'itinéraire, etc. Ils ont toutes les informations de base qui sont proposées par finalement l'entité la plus compétente pour les données. Donc ça donne une qualité d'information dans les applications qui seront développées extrêmement intéressante. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la SNCF aussi avait commencé par offrir au départ des simples fichiers Excel en téléchargement. Ce qu'ils racontent, c'est qu'ils se sont pris, comme ils disent, gentiment quelques scuds de la communauté, qui n'a pas trop apprécié d'avoir des formats propriétaires puis des fichiers en téléchargement. Donc du coup, ils se sont lancés dans une APIfication. Ils ont ouvert 2 API déjà et ils entendent bien sûr aller de façon massive vers l'APIfication de l'accès à ces données ouvertes. Voilà. Donc si on doit conclure sur cette notion du pourquoi maintenant, donc le pourquoi maintenant, c'est déjà parce que vous n'avez plus, comme je le disais tout à l'heure, vous n'avez plus vraiment le choix, mais aussi parce que vous êtes tous en train de faire des applications mobiles aujourd'hui, puisque maintenant à peu près tout le monde est équipé. Or, pour faire du mobile, on est déjà dans cette communication entre le device et puis le socle de service dans une notion d'API. Et donc, on a identifié comme opportunité de développement, finalement, de capitaliser sur les API mobiles exposées, en sachant qu'évidemment tout ne pourrait pas être utilisé, mais ça donne une première idée de ce qu'on pourrait proposer en accès grand public, soit pour que personnes fassent des applications mobiles sur le même socle, soit dupliquer un sous-ensemble de ce socle pour les exposer. Évidemment, ça ne peut pas se faire en direct. Vous verrez qu'il y a une surcouche à ajouter pour des questions de sécurité et puis pour pouvoir faire de la gestion de ces API. On vous en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ça peut être les API mobiles peuvent être une opportunité pour se lancer sur ce sujet. Et donc, en d'autres termes, l'intérêt finalement des API, et c'est un petit peu ce que vous montrait Stéphane tout à l'heure avec le graphe de Cloud, où on voyait que des entreprises de taille finalement très, très modeste étaient capables de drainer un volume, un trafic extrêmement important. Vous avez la capacité à travers ça non seulement d'innover, mais finalement d'outsourcer l'innovation, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas forcément dans vos équipes beaucoup de marge de manœuvre par rapport à leurs travaux en cours. Vous n'avez pas l'exhaustivité des idées. Par contre, en proposant vos API, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui aura l'idée que vous auriez peut-être mis 1 an, 2 ans à trouver, et surtout qui vous la développera pour vous. Et à partir de là, ça devient vertueux, c'est-à-dire que non seulement vous restez propriétaire de vos informations, mais en plus vous avez des relais en fait de développement qui peuvent être extrêmement nombreux. On verra des exemples à la fin de concours où finalement il y a énormément de personnes qui participent et qui travaillent et qui donnent de la valeur à ces API, alors que finalement vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'ouvrir le service. Donc, maintenant que j'espère que vous avez compris qu'il y a un intérêt à se lancer là-dedans, qu'est-ce que vous pourriez faire comme API? J'ai envie de dire, de toute façon, c'est quelque chose que c'est une question à laquelle vous savez mieux répondre que moi, puisque ça va dépendre vraiment de votre métier à vous. Ce qui est immédiat, c'est les données. Vous pouvez offrir des données. Hein. Donc, on en parlait, Open Data, ça peut être une première manière d'ouvrir une API en offrant des données. Je ne sais pas lesquelles, ça va dépendre de votre métier. Hein. Donc la SNCF, ils ont commencé par offrir donc le catalogue des horaires de train. Par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne vont pas donner un accès au catalogue, au prix associé à ces billets de train.
Donc c'est rendre les données à l'utilisateur, ça peut être un premier élément. Ça peut être ce on entend souvent le mot en ce moment, hein, le big data, où potentiellement vous dormez sur un gisement de données dans votre entreprise conséquent. Ça peut être l'occasion de, vous ne savez pas quoi en faire, bah justement, réfléchissez peut-être à ouvrir un accès à ces données big data à des tiers qui peut-être eux vont en tirer une information intéressante. Alors derrière il y a des contraintes peut-être d'anonymisation de ces données, des choses comme ça. On a des exemples d'utilisation d'API justement pour faire ce qu'on appelle du couponing, où par exemple on peut analyser les transactions bancaires pour fournir des coupons d'achat. Tu veux peut-être en dire un mot? Ouais, l'exemple est en fait assez simple, c'est-à-dire que vous avez dans vos relevés bancaires une liste votre liste d'opérations, et en fait ils vont juste parcourir un petit peu votre historique, remarquer que par exemple vous êtes allé 2 fois de suite à McDo et vous proposez soit un coupon de réduction pour la 3e fois, soit un coupon de réduction pour aller chez un concurrent. C'est du push marketing à travers une API de consultation de virement bancaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que la première étape, c'est Open Data, qui est de la mise à disposition de données de référence, on va dire. Ensuite, la deuxième étape, c'est les données qui concernent une personne, un individu. C'est l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure à travers Linkso. C'est-à-dire que finalement, vous ne donnez accès qu'à un seul client. Enfin, le client a accès à ses données clients et c'est tout. La troisième étape sera plutôt des accès B2B où là, l'autre entreprise aurait accès au volume complet de données pour faire des statistiques ou ce genre de choses. Cette étape-là est quand même encore un petit peu confidentielle. Donc les données, c'est un premier axe. Après, le second pas, c'est peut-être d'ouvrir des accès à des fonctions de votre système d'information. Hein. Aujourd'hui, simplement, ça peut être des algorithmes qui est derrière. Vous recevez des données, vous faites un traitement et vous le renvoyez. Encore une fois, ça va dépendre vraiment essentiellement de votre métier. Hein. Ça, on ne peut pas deviner ce que ça va être. Mais là où il y a des réflexions aussi intéressantes à voir, c'est que vous pouvez ouvrir de nouveaux business models à travers ça, en offrant l'accès à des ressources de votre entreprise. Je vais prendre un cas concret. Celui de la puissance de calcul, par exemple, donc les CPU, les processeurs et les disques durs. Si on revient en arrière en 2005-2006, quand Amazon a ouvert ses web services, qu'est-ce qu'ils ont fait au départ? Amazon, je vous rappelle, c'était un simple libraire qui faisait concurrence aux libraires historiques aux États-Unis, Barnes & Noble, des choses comme ça. Ils ont vendu des livres en ligne. Derrière, le service s'est bien développé. Ils ont commencé à mettre en place des data centers pour pouvoir accommoder un nombre de clients de plus en plus important. Et à un moment, ils se sont dit, mais finalement, on sous-utilise notre puissance de calcul, notre puissance de stockage. Ils ont ouvert l'accès à des tiers à cette puissance de calcul, cette puissance de stockage. Amazon Web Services, c'est ça. Vous pouvez avoir du stockage dans Amazon à un coût marginal, avoir des serveurs dans Amazon à un coût marginal. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que un internaute quelconque, ou sinon on va prendre quand vous êtes sur le web, il y a une personne sur 3 qui, sans le savoir, utilise des ressources qui sont stockées dans Amazon. 1% du trafic du web mondial atterrit sur Amazon. Alors qu'au départ, c'était un simple libraire sur Internet. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, Amazon propulse quasiment toutes les startups de la planète. Hein. Donc voilà où peuvent mener les API en ouvrant accès à des ressources du système d'information. Encore une fois, ça va dépendre beaucoup de votre métier. Donc derrière ces types de fonctions que vous pouvez ouvrir, ça peut être de l'impression à la demande si votre métier c'est de l'imprimerie. Ça peut être des API pour de l'envoi, de la réception de colis. Et tout le tracking qu'il va y avoir sur ce colis derrière. Donc, en définitive, l'API, ce que ça peut vous permettre de faire aussi, c'est de vous recentrer sur votre cœur de métier. C'est-à-dire faire ce que vous faites mieux que les autres. En fait, derrière ce message, il y a l'idée que votre métier n'est pas de faire des sites internet. Votre métier n'est pas de faire des applications mobiles. Vous pouvez évidemment les faire, c'est pas le sujet, mais
Disons que si votre métier en fait c'est de faire tout ce qu'il y a en dessous cette façade et vous le faites très bien. Par contre, donc l'idée c'est pourquoi ne pas laisser des entreprises dont le cœur de métier est le développement mobile et le développement de sites, en leur donnant justement les moyens de faire cette partie qui pour vous, que vous faites aujourd'hui parce que vous êtes obligé de faire, mais qui n'est pas forcément ce que vous avez envie, ce sur quoi vous avez envie de placer le plus de temps. Donc voilà, les API c'est avant tout un moyen de se recentrer sur sa valeur ajoutée. Et pour aller dans ce sens-là, en plus, ce sont des technologies qui ne vont pas évoluer au même rythme. Tant qu'on est dans la couche de socle de service, c'est relativement stable. Vous n'allez pas changer le système tous les 2-3 ans. Aujourd'hui, on voit une profusion de frameworks, par exemple, dans le domaine du web, qui fait que vos applications, pratiquement, vous allez refaire les IHM tous les 2 ou 3 ans. Voilà, en outsourçant cette innovation à d'autres tiers, ça vous permet de vous concentrer sur votre cœur de métier et laisser aux autres la possibilité de faire ces IHM. Comme je vous le disais, ces API, on peut leur associer différents modèles de revenus, différents business models derrière. Sur ce premier slide, vous avez une catégorisation des grands business models qui a régné au milieu des années 2000, on va dire, avec 4 grands types d'API. Vous aviez l'API qui était gratuite, hein, donc souvent les API Google étaient gratuites. Sur eBay, c'était le développeur qui voulait utiliser l'API qui devait payer, donc l'API était monétisée. Amazon, c'était une sorte de partenariat, donc vous vouliez utiliser l'API, vous donnez une sorte de partenaire et vous étiez rémunéré en fonction des achats que vous alliez générer sur le site Amazon. Et il y avait des modèles de pricing indirect, comme celui de Salesforce. Donc c'était relativement simple. Ce qu'on constate encore, c'est que tout est à inventer. Ça va dépendre de vous, ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, si on fait la même catégorisation, on se retrouve avec beaucoup plus de types de business models qui sont envisageables. À savoir que par exemple aujourd'hui Google, si vous utilisez l'API Google Maps, ça va être gratuit jusqu'à 25 000 appels, ça doit être par jour, quelque chose comme ça. Et si vous dépassez ce seuil, par contre, vous allez devoir utiliser une API qui est monétisée. Donc tant que ça reste marginal, on vous laisse faire. Par contre, si ça commence à devenir non négligeable, on vous demande de payer pour utiliser le trafic. Donc après, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le business model, il a inventé et il y en a des nouveaux business models qui s'inventent tous les jours. Alors je voulais juste rajouter une chose, c'est que derrière ce que dit Stéphane justement sur les différents business models et donc la capacité de basculer d'un modèle à un autre en fonction du trafic, on voit qu'il y a cette obligation qui va apparaître de maîtriser, enfin de connaître son trafic, son utilisation, de maîtriser ses accès et d'avoir une véritable politique, de gestion des quotas. Et c'est aussi ce qui va vous pousser à avoir une infrastructure autour de vos API. Et c'est pas uniquement, vous allez voir qu'à travers cette problématique de modèle de revenus, ça ne peut pas être uniquement une ouverture d'URL vers le web. C'est forcément plus pour être en capacité de savoir, de suivre exactement où vous en êtes. Donc, de nouveaux business models à inventer. Et il y a aussi un impact sur le marketing, à savoir que vos API deviennent de nouveaux produits. Typiquement, voilà, parce que derrière, vous associez des modèles de revenus. Donc, il y a une sorte de nouveau métier qui émerge, qui est celui du marketeur d'API. À savoir que différentes typologies de développeurs ne vont pas avoir les mêmes besoins. Il y en a qui vont avoir besoin justement de cette utilisation marginale gratuite et d'autres vont avoir besoin d'une utilisation massive. Donc il faut vraiment considérer les API comme des produits, voire comme en définir des lignes de produits différentes et les packager avec donc des SLA différents, des niveaux de service différents, des modèles de pricing différents, donc des services offerts au travers de ces API différents. Donc derrière, il y a une vraie réflexion à avoir sur ce que vous pouvez faire en termes de typologie d'API. Et derrière, donc tout ça, ce que ça implique, c'est que aujourd'hui, la DSI, bien souvent, elle est considérée comme une fonction support au sein de l'entreprise. On est dans cette logique où on fournit des postes de travail, etc. Au travers des API, on peut transformer la DSI en centre de profit et remettre l'informatique au cœur du métier.
Et sur ce, je vais passer, donc, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est très bien tout ça, mais comment on va pouvoir mettre en place des API? Alors pour ça, je vais vous proposer d'explorer un petit peu 3 grands axes qui sont l'axe technique, l'axe self-service, parce que vous allez voir, c'est un levier très important, et l'axe communautaire. Alors je vais rentrer un petit peu dans les détails de ça par la suite. Dans le domaine technique, qu'est-ce que ça signifie? C'est ce dont vous parlez à l'instant en définitive, Olivier, à savoir c'est tout ce qu'on appelle le runtime, l'environnement de production de cette API. Donc derrière, bon là c'est une application comme les autres, votre API. Ça veut dire qu'il va falloir gérer bien sûr des logs, des traces d'audit, mais il y a des questions à se poser quand même en amont, c'est comment je gère le versionning de mon API, parce que derrière ça peut avoir un impact non négligeable pour les développeurs. Il y a la question qui se pose à savoir si est-ce que vous voulez une API publique, donc à des tiers complètement, ou est-ce qu'il va y avoir une partie de cette API qui va être privée, ou peut-être toute votre API. Un des moyens d'aller vers les API, ça peut être aussi de les ouvrir en interne, avant de les ouvrir à une communauté externe. Vous avez déjà un levier aussi en interne à ouvrir des API, ça va être un catalyseur, un accélérateur. Vous allez réduire votre time to market normalement si vous faites ça. Parce que les équipes vont pouvoir découvrir plus facilement les API qui sont disponibles au sein de votre entreprise. Des entreprises comme Cisco par exemple font appel massivement à des API exposés en interne. Ensuite vous avez tout ce qui est la gestion de l'authentification et la génération de clés d'API, c'est-à-dire qu'un développeur tiers qui a utilisé votre API, va falloir identifier que c'est lui qui l'utilise et que c'est telle application qui utilise l'API. Donc il y a des clés à générer qui vont être passées dans les appels d'API pour pouvoir authentifier à la fois le développeur et quelle est l'application qui utilise le service. Parce que derrière, il y a cette gestion de quotas qu'il va falloir gérer. Donc derrière, vous allez devoir faire des choix aussi, et je vais le détailler en termes de protocole et de format. Donc en résumé, est-ce que je fais du SOAP, est-ce que je fais du REST, est-ce que je fais du JSON, du XML, d'autres formats? Le monitoring, donc là, c'est vérifier que votre API elle est up and running, donc qu'elle fonctionne globalement. Et donc, voilà, référencer votre API quelque part pour qu'on puisse savoir qu'elle existe en termes techniques. Alors, si je rentre dans certains éléments techniques, par exemple sur le format de données, c'est une question qui revient souvent, XML ou JSON ou d'autres formats. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on constate, c'est que JSON tend à s'imposer. Alors pourquoi il tend à s'imposer? Il y a une raison très simple, c'est qu'il est plus léger et il est plus rapide à parser. Ça veut dire qu'il va occuper moins de temps de processing dans une application embarquée sur un mobile. Ça veut dire que c'est plus rapide à le faire transférer sur le réseau, même si vous obtenez à peu près les mêmes performances en compressant du XML. Mais ça reste un format plus léger qui est plébiscité sur le domaine des API ouvertes. Donc voilà, une première piste de réflexion, c'est que si vous avez à ouvrir un API, privilégiez ce type de format. C'est ce qui est plébiscité par les développeurs tiers. Si on regarde en termes de style d'architecture, on va dire, SOAP est omniprésent bien souvent dans les systèmes d'information. Donc SOAP, c'est un protocole d'échange de web services, on va dire. En 2006, il était encore bien présent. 30% des API ouvertes utilisaient du SOAP. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2011, il s'est déjà bien réduit. Il n'y a plus que 17% des API ouvertes qui utilisent du SOAP. C'est aussi une tendance de fond. On va vers des API RESTful. Mais comme vous allez le voir, une fois qu'on a dit OK, mon API ouverte, c'est du REST, on n'a pas répondu à toute la question. REST, pour vous, donc c'est un style d'architecture qui consiste à exposer des ressources au travers du URI, donc c'est une sorte d'URL, et vous allez utiliser les verbes donc, du protocole HTTP pour pouvoir créer, modifier, mettre à jour, supprimer ces ressources. Et il y a donc des modèles de maturité autour de REST qui ont été proposés, parce que REST au départ, c'est issu d'une thèse en informatique, par quelqu'un qui s'appelle Roy Fielding, quelque chose comme ça. Et
il a théorisé en définitive l'architecture du web. REST, c'est l'architecture du web. Le web est conçu pour supporter REST. Et ce qui est apparu après, c'est qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin de SOAP pour faire des web services. Avec l'architecture du web native, on arrive à faire la même chose, à peu près. Et donc, il y a ces niveaux de maturité qui étaient définis par REST. Et si vous, donc au départ, c'est simplement utiliser REST comme la première URL que vous avez montré, Olivier, avec cet exemple d'appel sur l'API Google. Vous faites une demande à une URL et vous récupérez un POX, un plain doll XML, donc un vieux fichier XML. Au niveau supérieur, vous définissez vraiment des ressources. Et au niveau 2, vous allez utiliser les verbes HTTP, du protocole HTTP, pour modifier ces ressources. Et le niveau 3, je vais y revenir sur le slide suivant, vous utilisez des liens entre ces ressources pour naviguer dans les structures de JSON et faire de la découverte un peu dynamique de ces données. Donc, voilà, plus vous montez dans les couches et vous respectez, on va dire, la pureté de la vision REST, et voilà, plus vous vous rapprochez de la vision qui était exposée par Fielding dans sa thèse. Voilà, et c'est ce qu'on qualifie plutôt une approche pure REST. Pour revenir sur cette histoire d'hypermédia, là, donc si vous avez un fichier JSON, on va dire, qui représente votre ressource. L'idée, c'est d'avoir les propriétés de votre ressource, plus dans ce fichier JSON, des liens vers d'autres ressources. Et donc, quand vous récupérez le JSON, vous pouvez aller parser certains liens et demander des ressources qui sont liées. Donc, il y a vraiment une navigation dynamique. Donc, comme je vous disais, ça, c'est le grand principe de REST. Alors je suis désolé de vous parler un peu de ça parce que c'est un peu un débat d'experts, mais si vous vous lancez dans les API, vous allez être confronté au problème. Donc il vaut mieux connaître un petit peu le vocabulaire parce que c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc quand on parle de pure REST, souvent l'acronyme c'est RESTful. Voilà, je fais du RESTful, donc complètement REST on va dire. Et un autre acronyme qu'on rencontre parfois pour désigner le pure REST, c'est HTOAS. Alors, ça signifie quoi, cet acronyme barbare? Hypermedia as the engine of application state. Donc, c'est l'idée que je vous ai vaguement exposée avant, à savoir, c'est d'avoir des ressources sur lesquelles vous utilisez les verbes du protocole HTTP pour modifier l'état de ces ressources et naviguer entre elles. Donc, c'est ça l'idée. Hypermedia parce que vous naviguez entre les ressources et application state parce que derrière, vous représentez ces ressources et leur état. Donc ça, c'est la vision purement théorique, on va dire, c'est du pur REST. Et ce qui tend à apparaître, c'est ce qu'on appelle pragmatic REST, qu'on a pu rencontrer, et qui est de dire, ok, tout ça c'est bien gentil, c'est de la théorie, c'est un peu compliqué. Finalement, les développeurs, est-ce qu'ils ont besoin de tout ça? On est en train de faire un truc aussi compliqué que SOAP avec du REST. Donc il y a une vision qui commence à émerger, qui est en train de dire, ok, bon, bah, c'est bien d'avoir des URL très structurées, etc. Avec quand je récupère plusieurs ressources, je mets un S à la fin de l'URL. Quand j'en récupère qu'une, j'en mets pas, etc., etc. Pragmatic REST, c'est on a tout à plat, on met des S partout, et voilà. On va vous donner des exemples plus tard, donc on y reviendra. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire de ça? Donc c'est que le débat SOAP versus REST, pour moi, il faut l'oublier. Si vous faites des API ouvertes, aujourd'hui, de toute façon, c'est du REST qui tend à s'imposer. C'est comme ça, c'est un constat. Ensuite, le débat, il est en train de basculer de SOAP versus REST à du pur REST ou pragmatic REST. Bon, débat d'experts. Franchement, nous, ce qu'on vous conseille plutôt, c'est allez demander à vos développeurs tiers. Si vous commencez avec des partenaires, allez demander à vos partenaires qu'est-ce qu'ils veulent comme API et co-créer votre API avec eux. Peut-être qu'ils vont vous dire ouais moi pur REST ça me va très bien, c'est ce que je veux. Il y a plein d'API aujourd'hui qui existent et qui utilisent ça. Donc il n'y a aucun danger à prendre l'une ou l'autre approche, mais voilà, demandez plutôt à vos développeurs tiers ce qu'ils vont vouloir. C'était à toi moi. Voilà, donc ça c'était le point sur la couche protocolaire, les formats de données. Un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est la gestion des versions d'API. Là encore, il y a des débats d'experts. Est-ce qu'il faut que je mette le versionning dans l'URL? Est-ce qu'il faut que je le mette dans le header? Est-ce qu'il faut que je le mette dans l'application type?
Honnêtement, j'en sais rien. Demandez à vos développeurs ce qu'ils veulent. Ce qui serait plus propre, ce serait effectivement de l'avoir quelque part dans le header. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a plein de gens du web qui le mettent dans l'URL. Donc c'est plus pragmatique. Et même les gens du web, ils peuvent se tromper. Par exemple, Twitter avait oublié effectivement de gérer les API, le versionning dans ses API. À un moment, c'est devenu un cauchemar pour eux de gérer les montées de version. Et donc ils ont dû le rajouter. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. À un moment, vous allez devoir versionner. Donc réfléchissez avant à ce que vous devez faire là-dessus. Ouais. Disons que c'est d'autant plus compliqué que la notion de versionning est difficile à faire dans un SI dans lequel on a la main sur toutes les applications. Quand vous devez faire des montées de version, parfois vous êtes obligé de faire des montées de version complètes du système d'information parce qu'il y a un niveau d'imbrication qui est extrêmement élevé. Là, il faut voir que vous n'avez pas la main sur les applications clientes. Donc c'est encore plus compliqué de gérer cette notion de versionning parce que voilà, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas qui vous utilise. Enfin, vous pouvez suivre un petit peu le trafic, mais vous ne savez pas à quelle vitesse ils vont gérer cette montée de version. Donc c'est quelque chose qui doit être prévu vraiment au tout début parce que sinon ça va être impossible. Et donc du coup vous allez faire des déçus voire des très mécontents au moment des montées de version. Et comme on s'adresse à une population qui est vraiment la même population qu'on trouve sur les réseaux sociaux, en termes de publicité négative, c'est un succès garanti. Alors je vais revenir sur notre notion d'authentification. Donc je vous rappelle l'exemple qu'on avait détaillé sur Linkso où justement comment dire le fait que toutes les banques n'offrent pas d'API, l'authentification était faite chez Linkso et ensuite eux allaient attaquer directement la page. Les choix qui ont été faits de manière d'ailleurs assez intéressante on connaît bien deux exemples qui sont Crédit Agricole et AXA Bank pour lesquels on était intervenu à des niveaux divers sur cette problématique. Les choix ont été faits à peu près à la même période et ont été les mêmes. Donc, je dois t'avouer que ça a été assez simple. En fait, il y a un standard qui est quand même en train de s'imposer pour faire ça, qui est OAuth et qui vient de Facebook. C'est ça, qui vient de Facebook. De divers gens du web qui ont. Oui, c'est vrai. C'était un travail conjoint. Ouais. Et en fait, l'idée est quoi ? C'est de définir un workflow qui permet en fait de faire une délégation d'authentification. Vous arrivez, donc je reprends mon exemple, vous arrivez chez Linkso parce que c'est votre application mobile, vous demandez de vous connecter et là, il vous redirige vers la mire d'authentification de la banque en question. Vous saisissez votre code, mais vous êtes chez la banque, c'est-à-dire que vous ne le faites pas chez eux. Et puis et ensuite vous revenez ensuite consulter vos comptes. Et donc ça a la double garantie d'être extrêmement sécurisé parce que vous avez bien séparé les deux zones de responsabilité. Donc le workflow est un peu compliqué par contre. Heureusement que la version 2, ça c'est la première version je crois, c'est la 2. La première version était assez simple dans la mesure où il y avait moins d'étapes, mais ça permettait, il y avait quand même des failles de sécurité parce qu'on pouvait introduire en fait des étapes au milieu qui permettaient de bypasser un petit peu le workflow. Donc la version 2 a été complexifiée pour justement faire les choses de manière extrêmement propre et échanger les jetons dans le bon ordre. Aujourd'hui ça marche. Vous trouvez des SDK tout fait dessus. Notre conseil c'est vraiment de ne pas se poser de questions et de partir avec ce framework. Du coup, oui, donc là, en termes de cinématique, tu veux reprendre sur la cinématique ? Oui. Donc ça, c'était juste pour. Alors, c'est un petit peu compliqué effectivement la première fois. Moi, je pense que si vous avez déjà utilisé une application, un client Twitter ou autre sur votre mobile, vous avez dû le faire. Donc là, typiquement, j'ai installé Sysmic et je m'authentifie sur Sysmic. Et il va me rediriger. Donc vous voyez, on est redirigé donc dans le navigateur. Sur le site de Twitter, donc https twitter.api.twitter.com, et on a donc la mire d'authentification qui est personnalisable par l'application tierce. Donc on voit que j'essaye d'installer Sysmic. Donc voilà, c'est sécurisé. L'application c'est celle-là.
Là-dedans, vous avez une petite explication qui dit cette application sera autorisée à lire vos tweets, regarder vos abonnements, mettre à jour votre profil, etc. Donc ça précise quel droit vous allez accorder à cette application à travers d'autres. Donc là, vous fournissez donc votre nom d'utilisateur Twitter et votre mot de passe, mais vous le fournissez à Twitter. Donc l'application tierce ne le connaît pas. Pour bien revenir sur ce que disait Olivier, sur les PFM, aujourd'hui, il y a des gens qui fournissent leur login et le mot de passe à ces PFM, et ces PFM vont le stocker, bon, certainement chiffré dans leur base de données, mais elles stockent vos credentials bancaires dans leur système. Ici, non. C'est toujours celui qui offre l'API qui garde la main sur ces données-là. Voilà, enfin vous utilisez vous validez l'autorisation. Et donc souvent, donc ça c'est quand la première fois que vous vous connectez sur l'application tierce que vous avez utilisée. Et une fois que vous l'avez installé, vous pouvez aller chez le fournisseur de l'API. Généralement, vous avez sur votre compte, vous avez un écran qui vous permet de référencer les applications que vous avez installées et de révoquer ultérieurement vos autorisations ou restreindre les différentes habilitations. Donc là, c'est une application pour Instagram. C'est Gramfeed qui est autorisé à accéder à un compte Instagram. Et ça précise donc les permissions et on peut révoquer. Voilà. Donc l'utilisateur a la main là-dessus. Donc je continue un petit peu donc sur ces différentes dimensions. La troisième dimension, c'est celle du self-service. Ce qui est vraiment essentiel, c'est le self-service. Parce que vous avez vu le nombre d'applications qui sont créées sur Twitter. Imaginez qu'il ait fallu que Twitter gère les partenariats à la main avec des appels téléphoniques. Bonjour, je voudrais utiliser votre API. Attendez, vous allez venir chez nous, on va faire une réunion, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça parce qu'ils en ont des centaines, potentiellement des milliers. Donc il y a un portail self-service qui va vous permettre de faire ça. Donc pour l'utilisateur, ce portail il permet de s'enregistrer en tant qu'utilisateur de l'API. Donc c'est self-provisioning. Derrière, ça va lui sortir des statistiques d'utilisation de votre API, de son utilisation de l'API. Ça va lui générer ses factures dans l'hypothèse où vous monétisez le service. Et ça va lui fournir un reporting de l'utilisation de votre service. Voilà. Et ici, il aura accès à ses quotas. Éventuellement, il pourra acheter des quotas supplémentaires, etc. Donc voilà, c'est vraiment un levier important, l'aspect self-service. Côté communautaire, c'est tout ce à quoi il va falloir penser pour faciliter le travail de vos développeurs tiers. Donc globalement, ça passe par la mise en œuvre d'une brique de type portail développeur, dans laquelle vous allez trouver, bon après ça c'est vous qui voyez, mais vous allez devoir assurer du support. Donc vous allez avoir des mailing lists, des questions fréquemment posées, des tutoriaux, la documentation de l'API bien sûr, plus de la documentation dynamique. On parle de console API qui permettent aux développeurs d'interagir en temps réel avec une sorte d'API simulé. Vous avez des kits, donc des différents SDK pour différents langages pour faciliter l'utilisation depuis du .NET, du Java, du Ruby, que sais-je. Enfin, vous allez sans doute devoir leur fournir des environnements de sandbox, de test, donc des bacs à sable, où ils vont pouvoir tester leur API avant de la mettre en prod. Voilà. Et vous avez aussi un aspect autour de l'organisation des événements développeurs. Donc, le message derrière, c'est tout ça, il y a beaucoup de choses à faire, donc ne réinventez pas la roue. Concentrez-vous encore une fois sur le cœur de l'API, votre cœur de métier. Et pour ça, vous avez la possibilité, alors il est un petit peu chargé ce slide, mais d'utiliser deux grands types de solutions. Alors là, ce que vous avez, c'est le cadran Gartner pour les solutions de gouvernance SOA qui existent justement, qui sont mis en place dans les entreprises souvent pour gérer tous les aspects de SOA, les USB, les trucs comme ça. Donc ça, c'est les acteurs historiques, donc les fameux Layer 7, SOA Software, du Vordel, qu'on rencontre fréquemment chez nos clients. Donc avec ça, vous allez avoir tout l'enrobage technique autour de votre API pour gérer des SLA, etc. Il y a même des solutions qui ont été open sourcées, type WSO2. Donc du coup, celle-là, c'est gratuit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés. Donc Mashri, historiquement, je pense que c'est le premier dans les années 2006 qui a été créé, avec ces solutions de portail développeur clé en main. Ensuite, il y a d'autres acteurs qui sont apparus, APG, 3Scale, API, etc.
Donc, ce qu'il vous propose, c'est le portail développeur en mode self-service, qui permet justement de facilement créer un compte en tant que développeur pour commencer à utiliser l'API, avec tout ce qui va autour, hein, la documentation, les forums, etc. Plus, ils offrent aussi des solutions de proxy d'API. Donc, et là, on retombe sur le même type de fonctionnalités que celles qui sont offertes par les acteurs historiques dans les domaines des solutions de gouvernance SOA. Donc, voilà, c'est deux acteurs qui proposent des solutions qui vous permettent, ce sont de vrais accélérateurs. Hein, donc, et en outre, typiquement, ces acteurs, ils vous permettent soit ils vous offrent des solutions que vous pouvez installer chez vous, on-premise, soit vous pouvez le mettre sur le SaaS. Ils offrent aussi ils fournissent donc des plateformes de gestion d'API en mode SaaS. Voilà. Donc ça peut aller très très vite à mettre en place. Hein. Donc voilà, ne inventez pas la roue, partez sur des solutions qui existent. Et à quoi ça ressemble un portail développeur généré avec ce type d'outils? Ça ressemble à ça. Donc là, c'est Twilio, c'est une boîte qui fournit des API de télécom et qui marche très très bien. Et donc là, je suis authentifié sur le portail développeur. Et donc, comme je vous disais, j'ai accès à toutes. Voilà. Ici, on voit, j'ai accès à des bacs à sable. C'est-à-dire que ça va me donner un numéro de téléphone que je vais pouvoir utiliser dans mon API pour simuler des envois de SMS, des choses comme ça. Et après, j'ai accès à un debugger, donc j'ai des statistiques de reporting. Je peux passer à un plan de pricing supérieur. J'ai mon dashboard ici. Voilà. Hop, là, pardon. Donc là, c'est le reste de la page d'accueil. Donc, si j'avais utilisé vraiment l'API ici, j'aurais eu des informations donc, sur l'utilisation des SMS et de l'API vocale. Donc voilà typiquement à quoi va ressembler ce type de portail développeur. Au-delà de ça, si vous voulez faire vite et pas cher, il y a une autre solution aussi, c'est les solutions open source. Hein. Qui peuvent premièrement donc, permettre de réduire les coûts, mais aussi d'être visibles. À savoir que vous pouvez publier sur GitHub du code source. Hein. On y reviendra, mais par exemple, c'est ce que AXA Bank avait choisi de faire. Ils avaient développé un modèle d'application qui utilisait leur API, ils l'ont mis sur GitHub pour que les gens puissent l'utiliser, voir comment ça marche et facilement créer leur propre application. Et donc voilà un petit peu comment vous pouvez les mettre en place, ces API. Oui, pour compléter ce que dit Stéphane, en fait le choix un petit peu de ces outils, et c'était vrai aussi pour les formats choisis, quand on parlait de JSON, XML, etc., ça va vraiment dépendre du public que vous visez. C'est-à-dire que si vous voulez viser le développeur indépendant, tout ce qui est open source, REST-JSON sont incontournables. Si vous visez un éditeur qui est plus installé, plus traditionnel, il préférera peut-être SOAP, XML, des choses qu'il connaît mieux. Donc ça va vraiment dépendre du public. Pareil pour les solutions open source sur les facilities autour des API. L'open source va plaire, open source plus GitHub va plaire à des indépendants de manière évidente. Et un dernier mot sur JSON et XML. En définitive, c'est un faux problème dans le sens où aujourd'hui des librairies comme CXF permettent de générer aussi bien du JSON que du XML. Donc, Exactement. Donc je vais parler maintenant en avant-dernier point, vous verrez, il y aura un petit bonus sur qui est concerné. Alors, on a identifié trois catégories. D'ailleurs, au passage, je vous invite à regarder les pictos liés à notre nouvelle image, qui sont très très sympathiques. Alors première catégorie, évidemment en interne, c'est tous ceux qui vont utiliser cette API et qui vont donner des feedbacks de l'intérieur et qui doivent être les premiers ambassadeurs, les premiers convaincus, du bien fondé de cette application, de ces API, parce que ça va être vos premiers fers de lance pour évangéliser la communauté. Et ce sont eux qui vous donneront les feedbacks. Ensuite, vous avez un deuxième groupe qui est la communauté autour de sa API. Ce sont vos futurs utilisateurs qui sont très importants également, puisque eux vont être les bêta-testeurs, voire les clients de ces API. Et l'idée, c'est d'arriver à faire travailler en harmonie ces deux groupes
pour pouvoir avoir comment dire une amélioration continue en termes de comment dire de grammaire ou de syntaxe des API, pour que ce qui a été pensé au départ colle véritablement au mieux à ce que la communauté a eu envie de développer ou a fait. Donc il y aura forcément des allers-retours entre ces deux groupes. C'est pour ça que tout ce qui est outils de collaboration type blog, wiki, comment dire, mailing list, qui sont fournis avec les outils que Stéphane présentait juste avant, sont importants justement pour instaurer un dialogue entre les deux. Le troisième groupe, c'est le groupe des partenaires. On va dire que c'est un groupe qui peut être facultatif. C'est si vous voulez donner accès à des accès complémentaires ou un peu plus élevés à une autre catégorie de population, et qui vient faire un petit peu un travail plus en profondeur sur les API, qui peut avoir accès à un peu plus de requêtes, etc. Et donc au final, ce qui est important de dire, c'est que vous le retrouverez dans ces trois groupes de développeurs. Et donc en fait, l'API, c'est aussi une façon de remettre au centre du jeu des profils plus techniques, de redorer un petit peu justement l'image du développeur qui est dans son coin, qui fait un petit peu du travail au kilomètre, où il ne voit pas forcément le sens de ce qu'il fait, parce qu'il travaille dans des très gros systèmes. L'avantage de ce type de projet, c'est que c'est finalement, même si l'API en tant que telle est assez abstraite, parce on échange des verbes et des réponses, par contre on peut arriver à construire des choses relativement concrètes, et c'est très valorisant. En termes d'équipe de développement, vous avez des profils qui doivent être complémentaires. Donc je passe effectivement sur ceux qui vont développer effectivement. Vous avez ce qu'on a appelé les technical writers, parce qu'il va falloir documenter ces API. C'est-à-dire qu'on vivait encore dans un monde où on pouvait se passer, malheureusement on constate qu'on se passait allègrement de la documentation ou des commentaires, parce que on considérait que l'intelligence collective restait dans l'entreprise, et qu'il suffisait d'aller se pencher, quitte à le faire longuement dans le code pour avoir les informations. Là, vous vous adressez à des gens qui ne sont pas chez vous, donc c'est obligatoire de leur fournir une documentation précise, claire, pour qu'ils sachent pour qu'ils comprennent les réponses qu'ils obtiennent en fonction des interrogations qu'ils postent. Vous avez des marketeurs ou des community managers qui vont animer un petit peu donc les communautés pour faire de la publicité, et donc vendre les produits ou les lignes de produits dont parlait Stéphane tout à l'heure. Ouais. Et le rôle du community manager en particulier, ça va être d'organiser tout l'événementiel autour de vos API. On va en parler juste après, donc des événements dédiés aux développeurs pour qu'ils découvrent votre API et qu'ils créent ensemble des applications dessus. Voilà. Et donc voilà, je pense qu'on a conclu sur l'évangéliste qui est là pour communiquer. Donc si on veut le résumer comme ça, une façon assez répandue de finalement de faire la publicité autour de ces API, ça va être l'organisation de hackathons. Donc vous allez voir un petit peu ce que ça donne sur le slide suivant. Voilà, ce sont des journées, ou enfin plutôt des week-ends ou des nuits qui sont organisées, pour développer autour de ces API, où finalement l'entreprise qui vient de publier cette API organise un concours avec des prix plus ou moins élevés, et ça attire des développeurs d'un peu partout. Alors c'est en plein boom aux États-Unis. Mais ça existe aussi en France, ça commence à prendre, et donc les gens viennent d'un peu partout et ont un temps limité pour développer autour de ces API et proposer un produit, et le gagnant, c'est-à-dire que celui qui a proposé la meilleure idée repart avec un prix qui peut atteindre des montants assez élevés sur les derniers. Parce qu'il y a eu un peu une course à l'échalote sur ce type d'événement, et qu'au bout d'un moment les développeurs, ils étaient un peu plus durs à attirer, parce qu'ils étaient fatigués par la répétition des événements, et donc finalement ils ont choisi de monter un petit peu les prix. Juste quand même pour dire que on en profite pour faire une petite aparté. Ce type d'événement a aussi d'autres avantages, des avantages indirects. Ça peut être une source de recrutement, parce que les gens qui viennent ici ont des profils de développeurs un peu différents de ce qu'on pourrait voir
comment dire, par des processus de recrutement classiques. Ce sont vraiment des passionnés. Ce sont des gens qui ne viennent pas uniquement pour l'argent, qui viennent avant tout pour prendre du plaisir à faire ça, voire comment dire, en retirer une satisfaction comment dire, par rapport à ce qu'ils ont réussi à produire. Donc voilà, ça a tout un tas de bénéfices induits et en termes d'image aussi pour l'entreprise qui organise ce type d'événement, c'est très positif. Par contre, l'impact que ça a, c'est que ça rend visible vos développeurs internes qui avant travaillaient en interne dans l'entreprise, ça les rend visibles auprès de la communauté externe. Donc il faut avoir des profils un peu particuliers qui sont des communicants. Il va falloir faire du support auprès de cette communauté qui peut être nombreuse. Il va falloir être très réactif. Donc là, il y a un vrai enjeu sur on est vraiment dans la revalorisation des filières techniques à travers ce type d'événement et montrer que voilà, c'est pas sale, au contraire, on peut faire des choses très bien et prendre du plaisir. Donc un exemple sur la tirée de Hacker League qui vous liste tous les hackathons disponibles aux États-Unis, et c'en est un sur Programmable Web. Il y avait aussi une liste qui est assez interminable. Donc voilà, des événements comme ça, vous en avez vraiment tout le temps, et voilà, et ça vient chez nous. Alors je vous propose en bonus, on va aller essayer, parce qu'on a pris un petit peu de temps, mais j'espère que vous avez apprécié. Un bonus sur la partie business case, et on va comparer en fait deux choses dont on vous a un petit peu parlé avant. Donc Castor, donc qui est la démarche qu'a choisi le groupe Crédit Agricole, et puis AXA Bank, et donc les deux banques qui ont aujourd'hui le plus communiqué sur les API. Il y en a d'autres qui arrivent, mais disons que eux ont une API qui tourne en production. Donc on voit déjà, je vais revenir sur ce premier slide, que la démarche n'est pas du tout la même. Là on voit une notion qui ressemble très très fort à l'App Store, donc un App Store hébergé par le groupe, c'est-à-dire qu'au-delà de la notion d'API, vous avez aussi la publicité qui est faite sur toutes les applications de manière vraiment très forte, et c'est la notion de communauté qui va être très, très forte chez Castor. Chez AXA, c'était plus une démarche basée sur de l'innovation et un concours. Voilà, déjà il y a des approches un petit peu différentes, même si au final le socle reste le même, c'est une API. Donc si on compare un petit peu les deux, l'API d'AXA est ouverte à tout le monde, il suffit de vous inscrire sur le portail. L'API de Castor est réservée à une coopérative de développeurs. La coopérative est ouverte à tout le monde, donc quelque part les deux sont ouvertes à tout le monde, mais il y a déjà une petite distinction. Utilisation gratuite, là les applications étaient gratuites. Par contre, il y avait chez Crédit Agricole une vérification des applications, puisqu'elles étaient hébergées et affichées sur le site, donc il y avait une dimension de contrôle de la qualité. Ils se portent un garant moral, si vous voulez, de la qualité des applications produites. Chez AXA, pas d'App Store et pas de contrôle d'application. En termes de choix d'API, vous allez voir des exemples rapides. On va dire que chez AXA, c'est une API reste simple, ce que Stéphane appellerait pragmatique. Pragmatique, et l'autre est plus dans une approche pure. Alors vous allez voir, ça c'est intéressant, comme ça on a un exemple des deux. Et puis là vous avez un début de moteur de recherche, et là-bas une dimension plutôt historique. Sachant que de toute façon aujourd'hui c'est un peu le début, donc les offres vont s'étoffer et il y aura plus de choses après, et donc probablement aussi en fonction des goûts, de ce que les développeurs auront aimé, une inflexion de la roadmap de ces deux banques. Donc si je prends l'exemple d'AXA, si tu veux le présenter, toi qui le connais très bien. Donc c'est juste pour vous montrer donc la distinction entre ce qu'on va dire l'approche pragmatique, où vous allez avoir aussi bien un customer / un identifiant, account / un identifiant. Donc tout est un petit peu à plat. Alors que donc pour récupérer un compte client, vous avez account / l'identifiant du compte. Ici, vous allez devoir faire utilisateur / identifiant de l'utilisateur, compte BAM, identifiant du compte BAM, compte
identifiant du compte, carte de crédit, identifiant de carte de crédit. Alors que ici, le compte, ça peut se référer à un compte à une carte de crédit. Donc voilà, les deux normalement sont équivalentes. Vous voyez qu'il y en a une qui est nettement plus longue et plus complexe à manipuler que l'autre. Voilà. Mais bon. Les deux restent compréhensibles quand même. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, celle qui était plus longue, vous l'avez compris, hein, c'était celle du Castor. De la même manière, ils sont dans une approche un peu plus pure REST et dans leur format JSON qu'ils fournissent, ici donc pour un compte, on retrouve donc ce bloc de liens qui correspond à cette idée d'hypermédia de navigation entre ressources. Vous avez donc des rel et des href qui permettent de naviguer vers d'autres ressources, alors que dans le même exemple pour les JSON fournis par l'API AXA Bank, voilà, vous avez account avec les propriétés, mais par contre vous n'avez pas de lien pour naviguer entre les ressources, quoi. Voilà. Oui. Non, alors il y a une raison aussi derrière, c'est qu'AXA Bank avait l'idée de promouvoir un standard d'API bancaire. Donc je pense que c'était pour ça qu'ils ont voulu donner ce côté international. Voilà. C'est pas faux comme remarque. Ouais. Famille produit, famille contrat. Ouais. Bon, restons français. Bon, après, c'est un modèle. Voilà, ils ont voulu créer une coopérative de développeurs en France. Hein, donc, je ne sais pas s'il y a tellement d'internationaux dans cette coopérative, d'ailleurs. Il faudrait leur demander. Plutôt des Français, mais voilà. c'est vrai, c'est une remarque. Après, c'est très facilement internationalisable. Hein. On peut envisager de fournir un paramètre supplémentaire pour avoir le... Mais bon, alors, effectivement. C'est vrai, c'est effectivement. Je pas fait attention à ça. Ouais. Voilà, donc une approche dite plus pragmatique. Voilà. Si tu veux conclure sur les donc voilà, donc en fait c'est vraiment deux approches différentes. La première, c'est vraiment le pari de la sécurité, donc avec des contrôles des applications qui sont proposées, et donc finalement le groupe estampille, le groupe Crédit Agricole estampille que les applications que vont utiliser leurs clients ont été vérifiées quelque part, c'est une forme de certification. Ils ont un modèle de facturation pour les développeurs. Pour AXA, je ne sais plus s'il y avait un modèle de facturation, je crois pas. Après, au départ, enfin en tout cas, il y a quelques mois de ça, non, il n'y avait pas de... Une plateforme peut-être plus fermée, mais en tout cas une notion de communauté, véritablement une notion de communauté que n'a pas forcément fait AXA. AXA a plus pris le parti de la confiance et puis surtout de l'ouverture plus large, avec du self-service. Pas de contrôle, donc c'est vraiment plus ouvert. On va dire que là, l'objectif, c'est aussi bon, après ils n'ont pas tout à fait les mêmes notoriétés, donc c'est un peu difficile de comparer. Là, l'objectif, c'est d'attirer le plus grand monde. Là, c'est plutôt de rassurer tout le monde et que ça fonctionne bien. Voilà, c'est deux approches un peu différentes. Ce qui est intéressant dans le cas du Castor aussi, c'est qu'ils sont dans une vraie démarche de co-création aussi des applications, à savoir qu'il n'y a pas seulement des développeurs qui proposent des applications sur leur store, mais il y a aussi des idées d'applications qui sont débattues. Donc les clients peuvent demander ou proposer des idées d'applications et qui potentiellement seront implémentées par des développeurs de la communauté, de la coopérative. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir finalement de cette petite présentation, tout d'abord, c'est revenir sur votre cœur de métier, débarrassez-vous, ne vous embarrassez pas, ne faites pas la partie facilities, prenez-la sur étagère, faites simple. Vous voyez déjà une remarque qu'on peut faire sur les deux exemples précédents, ils ont choisi REST et JSON, les deux. Voilà, faites simple et concentrez-vous sur votre cœur de métier. Il est possible de monétiser ce type de service. Alors aujourd'hui, c'est un peu tôt pour voir si ça lève quel montant ça peut lever, mais en tout cas, il est possible de le monétiser et donc de valoriser une partie des investissements qui seront faits, même si l'essentiel quand même de ce type de projet reste l'image de marque et puis de faire un premier pas vers des communautés.
Très important, l'innovation. J'espère qu'on vous a convaincu qu'à travers ce type d'outils, vous trouverez des leviers de productivité à travers tous ces communautés de développeurs qui sont prêts à travailler, à se creuser les méninges pour trouver des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc voilà, c'est ce point-là. Et enfin, notre remarque qu'on a fait sur la partie mobilité, qui peut être le premier step pour basculer justement vers un écosystème ouvert. Il y avait un dernier point qui était l'effet de levier grâce au développement de partenariats facilités au moyen du self-service. C'est une dimension à pas négliger. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. On est à votre disposition si vous avez des questions. Voilà. C'est un petit peu le partenariat avec Fortuneo. C'est un peu ça. C'est-à-dire que quelque part, ils ont agrégé pour tout le monde et du coup, si vous êtes client Fortuneo, vous pouvez récupérer les données bancaires des autres banques et rapatrier et choisir Fortuneo comme point de centralisation. Intuit. Alors c'est une question sur... Ouais. Sur la partie web sémantique, je suis pas sûr parce que finalement on s'aperçoit que on est encore obligé de marquer les URL, enfin les liens, pardon. C'est-à-dire que dans l'approche pure, on est quand même obligé de marquer les liens, ce qui est un peu à l'encontre du web sémantique où on va découvrir par analyse des mots. Donc je suis pas convaincu, mais je dois avouer que je sais pas forcément répondre. Pour répondre à ta première question aussi, donc, au moins que tu veuilles préciser la chose, Sylvain. Mais effectivement, il y a une société qui s'appelle Intuit qui justement a fait un certain nombre de web scrappers comme ça pour pouvoir accéder à des API bancaires. Hein. Et du coup, ils ont ouvert une API qui permet d'utiliser leur API multibanque. Donc encore une fois, voilà, si vous ne le faites pas, quelqu'un va le faire à votre place et potentiellement il va monétiser le service pour pouvoir accéder à votre service. Donc, oui. Ouais. Ouais. En fait, vous signez. En fait, c'est vous, client, qui est autorisé à faire ça, puisque vous avez, c'est vous qui donnez votre. Alors, c'est là où on retombe sur l'aspect réglementaire qui se profile en Angleterre. En Angleterre, l'État a donné 10 ans aux entreprises pour redonner les données personnelles des gens aux gens. Donc ça commence en Angleterre, les pays anglo-saxons, le nord de l'Europe, je pense, et puis ça va arriver très rapidement à toute l'Europe. Hein. D'ici 10 ans, toutes les entreprises seront obligées de libérer les données de leurs clients. Oui. Ah oui, non, mais je dis pas. En fait, aujourd'hui, c'est la guerre même. Hein. Oui. Oui, voilà. Oui, non, aujourd'hui vous avez tout à fait raison. Ce que je dis, c'est qu'à l'avenir, la réglementation va peut-être évoluer. Ouais. Et pour aller dans votre sens, en plus, ça crée un problème pour le client, puisque c'est une question de rupture de la convention de compte bancaire, puisque vous n'êtes pas censé donner à un tiers votre login et votre mot de passe pour accéder à votre compte bancaire. Donc il y a un vrai sujet juridique derrière. Hein, mais on est dans une zone floue. Et Sylvain, il connaît bien le sujet. Donc. Ceci dit, donc les gens de Linkso, on les connaît bien. Pardon. Et donc la personne, je cherche son nom. C'est bref. Il nous a dit, normalement, quand on a fait ces services-là, les banques sont venues nous voir et nous ont promis la guerre atomique. La guerre atomique, c'est-à-dire que c'est ce que vous disiez, on va vous attaquer, etc., etc. Résultat, 1 an et demi après, ils disent on attend encore. C'est-à-dire que personne n'a bougé.
Exactement. Oui, pour le rapprochement du sens. Mais par contre, pour tout le reste, du coup, ils récupèrent les données. Ils récupèrent des autres banques. Dont ils ne sont pas des actionnaires. Oui, tout à fait. Non, bien sûr. Non, mais là, on a pris cet exemple-là parce que c'est un exemple sérieux et que du coup, ça a illustré le propos de manière intéressante. Ouais. Pour prendre un autre exemple, je ne sais pas si vous êtes client Boursorama, si vous utilisez le Money Center de Boursorama, donc pas celui qui est fourni de base, mais le service complémentaire Money Center. C'est un outil de PFM, justement d'analyse de compte, et vos données vont aux États-Unis, puisque le service est un service de Yodlee. Et en fait, c'est pour ça que vous avez ce service n'est pas activé par défaut, parce qu'au moment où vous l'activez, vous signez les conventions, enfin vous acceptez les conventions générales, et notamment que vos données sont répliquées sur des serveurs Yodlee qui sont hébergés aux États-Unis. Alors c'est pas un point qu'on a abordé, mais effectivement. Surtout si vous êtes dans un domaine réglementé comme les banques, quand vous commencez à vouloir ouvrir des API, derrière, il faut bien réfléchir aux conditions d'utilisation du service par les tiers, hein, et mettre vos juristes dans la boucle très rapidement. Parce que d'une part, il faut qu'ils arrivent à comprendre les aspects techniques, donc déjà, il faut leur expliquer ça. Et le second point, effectivement, c'est que ça lève des problèmes de confidentialité de données et de transfert à l'étranger potentiellement des données. Voilà. C'est bien pour ça. Je vous donne la question après. C'est pour ça qu'on l'a pas précisé. Ce ne sont que des applications. Pour l'instant, on a pratiquement que des API de consultation sur ce type d'acteur. Bien sûr, pas de transactionnel, pas de virement, rien du tout. C'est vraiment de la consultation. Et ce sont aussi des entrepôts de données qui sont, détachés du SI pour des raisons de sécurité. On est aussi sur des Pour l'instant, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas énormément de types de requêtes possibles, parce que c'est très compliqué d'offrir de plus en plus de services. Donc on est au tout début, et effectivement il va falloir un petit peu de temps pour bien traiter tous les aspects juridiques et qu'il n'y ait pas de problème. Vous aviez une question ? Complètement. Ouais, c'est très important aujourd'hui, justement parce qu'il y a encore, c'est un terrain vierge, donc il y a beaucoup de choses à investiguer, et c'est vrai que il faut mettre les juristes dans la boucle, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il faut leur faire comprendre aussi les dimensions techniques, les limites, ce qu'on veut faire, etc. Et donc, ce sont des projets qui peuvent être un petit peu longs à cause de cette partie-là. Donc il ne faut pas sous-estimer. Après, bon, là on est sur de l'API vraiment cœur de métier. Quand on expose des référentiels, ce que fait la SNCF par exemple, avec des listes de gares ou ce genre de choses, évidemment vous avez quand même moins de complexité, mais c'est aussi moins intéressant en termes d'innovation potentielle, et voilà, c'est ce qui nous a paru intéressant à travers ces exemples. Il y avait une question, monsieur. Alors justement, j'étais il y a 2 jours à une conférence sur les API, et il y avait Litchi qui a sorti une API. Si, je te le dis, c'est bon. Donc Litchi, voilà, alors tu peux peut-être expliquer ce que c'est Litchi, moi je sais pas très bien. Oui, voilà, c'est un système de porte-monnaie électronique pour une sorte de cagnotte. Ouais. Ah, d'accord. Non mais PayPal, là, Ouais. Je pense que peut-être qu'effectivement une des solutions vient du mobile, puisqu'on voit qu'il y a des rapprochements justement telco et banque, juste encore tout récemment Orange et la BNP. Donc oui, peut-être que ça va passer par les opérateurs mobiles, et le paiement mobile finalement risque d'être risque aussi d'arriver très vite, et donc ça peut venir de là. Ouais. Je ne sais pas si ça va résoudre le problème, mais en tout cas, ça sera sûrement une solution qui va arriver à court terme.
Tout à fait. Bah, c'est vrai que là, le développeur, pour se faire payer, soit il fait une application mobile et du coup il se monétise par rapport au store mobile, ça c'est assez simple à voir. Et lui, il n'a de frais finalement que les droits d'inscription à l'API exposée, qui sont souvent modiques parce que l'intérêt justement c'est d'attirer les gens et après éventuellement de payer sur du volume. Donc là c'est gagnant-gagnant. Donc, par contre, s'il expose, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'applications mobiles parce que les canaux de distribution aujourd'hui sont super simples et ça touche déjà des millions de personnes. Si vous faites pas du mobile, c'est plus compliqué. Les app stores d'OS classiques sont émergents. On peut pas dire que ce soit encore très répandu. Windows 8 vient juste d'arriver qui occupe quand même 90% du parc. Ça vient tout juste de sortir. Et sous macOS, je ne sais pas si ça marche très bien, mais ça existe en tout cas. Oui. Ouais. Alors, non, vous avez raison. C'est vrai que en général, alors pour le coup, si vous revenez sur les API Castor qui étaient... Mais c'était basique parce que déjà le juridique vous empêche de faire beaucoup de choses, donc c'est vrai c'est difficile de faire trop compliqué parce qu'il y a quand même peu de choses qu'on peut faire. Mais oui, vous avez raison, il faut surtout pas réexposer la complexité du SI. On ne veut voir à travers l'API qu'une façade. Donc si c'est pour voir tout ce qu'il y a en dessous, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Non, mais je suis tout à fait. Ouais. Mais je pense que c'est un petit peu le point de. Donc là, c'était sur les modèles de données, mais si on revient. Oui, voilà. Donc ici, vraiment, celle-là, elle avait été pensée pour faciliter le travail d'un développeur tiers. Ici, on est reparti dans une logique plus d'URL, pur REST, mais dans une vision entreprise où on a l'impression qu'on tape dans les différents silos de l'entreprise à chaque fois, quoi. Mais bon. Oui. Enfin, les débats d'experts, c'est ouais. Enfin, vous n'avez pas toute l'intégralité. Enfin, si vous voyez toute l'intégralité, vous verrez que c'est pas ça respecte pas les conventions REST. Mais enfin, voilà, c'était le point derrière qu'on avait, c'est de dire que quand on commence à discuter ça, effectivement, on se lance dans un débat d'experts quand même globalement. Mais enfin, voilà, vous avez raison. Bon. Écoutez, merci beaucoup. Si vous avez des questions, reste encore un petit peu. Et je vous invite à remplir le questionnaire qui vous a été donné. Ça nous donnera des idées pour les prochains sujets, soit pour améliorer cette présentation. Merci beaucoup. Merci.